Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Évergette décide de réformer le calendrier, mais avec l'accord du clergé, évidemment. Le conseil se réunit en 238, donc avant Jésus-Christ, à Canope. Évergette se proclame alors Dieu et nomme de nouveaux prêtres pour le servir en tant que Dieu bienfaisant. Il instaure un nouveau jour férié, le premier jour du mois où se lève l'astre d'Isis, c'est-à-dire la lune. Tous les 4 ans, une journée supplémentaire est ajoutée qu'on appelle la fête des dieux bienfaisants. Le nouveau calendrier prend comme point de départ l'année de la mort d'Alexandre II, le fils d'Alexandre le Grand et de Roxane, donc 311 avant Jésus-Christ. Mais les Égyptiens utilisent toujours les anciennes références, les saisons suivant la crue du Nil, les semences et les récoltes diffèrent selon le calendrier égyptien ou macédonien. Évergette fait construire un sanctuaire à Osiris, à Canopée. À Edfou, il fait ériger un temple dédié à Horus sur les ruines d'un sanctuaire bâti par Imhotep. Il fait aussi construire le temple de Philae que son père avait l'intention de bâtir, dédié au culte d'Isis. Dans la continuité des pharaons des temps glorieux de l'Égypte, il fait élever un portail monumental dans le temple de Karnak. Sa sœur, Bérénice, mariée à Antiochos II, l'informe alors que, à la mort de son époux, sa première femme, Laodicée, a tenté de revenir à Éphèse et d'imposer son fils Callinicus. Elle s'est réfugiée dans le temple de Dionysos avec son fils. Évergette se précipite alors en Syrie, mais quand il arrive, il découvre que sa sœur a été assassinée. Laodicée s'enfuit à Éphèse, Évergette s'empare alors d'Antioche. Il se dirige ensuite vers Babylone, Suse et Persépolis et remporte des dizaines de milliers de talents d'argent, tandis que sa flotte repart victorieuse des côtes helléniques. Inquiets, les Rhodiens affrontent Évergette et libèrent Éphèse. Callinicus parvient à chasser Évergette d'Antioche qui n'en conserve que les ports. On signe la paix, on est en 240 avant Jésus-Christ. Rentré en Égypte, il distribue du blé aux habitants affamés, apaisant l'état de famine qui accable le pays depuis 5 ans. La crise a entraîné le relâchement des services de police et la prolifération des vols et des meurtres. Évergette embauche des mercenaires pour y mettre un terme. Il met en place une nouvelle équipe pour contrôler les impôts. Dans chaque village, un préposé est sommé de les aider dans leurs tâches. En échange de leur travail, il reçoit une parcelle de terrain et conserve une partie des récoltes. Ils doivent aussi participer à l'approvisionnement des soldats ainsi que du clergé. Dans les campagnes, les scribes prélèvent plus de la moitié des productions agricoles en plus de la taxe appelée apomoira, qui représente 1/6. En plus, ils ne peuvent ensemencer que lorsque l'État l'autorise. Les paysans sont évidemment très mécontents de travailler pour rien et on les comprend. Évergette reçoit alors une missive du grand prêtre de Jérusalem, Onias, qui l'informe que les habitants ne peuvent plus payer le tribut que lui impose l'Égypte parce que la ville est frappée par une grave crise économique. Il envoie au roi son neveu, Joseph, pour lui expliquer en détail la situation. Le roi lui offre l'hospitalité et l'écoute patiemment. Il augmente alors les taxes de la Samarie et de la Phénicie pour compenser le non-versement du tribut de Jérusalem, ce qui rapporte 8000 talents au trésor royal. Vers la fin de sa vie, le roi se montre de plus en plus méfiant et intolérant. Il punit ceux qui ne respectent pas ses traités. Les délations, les dénonciations se multiplient. Les mariages se font et se défont d'une manière assez déconcertante. Les unions entre Grecs, Perses et Égyptiens deviennent plus fréquentes. Aigri, souffrant, Évergette perd l'affection de ses sujets qui lui préfèrent Bérénice, dont la douceur apaise plus les colères de son époux. Ptolémée Évergette s'éteint en 221 avant Jésus-Christ, après 25 ans quand même de règne. Des 4 enfants qu'il a eus, c'est Ptolémée Philopator qui monte sur le trône. Encore un Ptolémée. C'est un homme terrible, coléreux, violent, qui aime festoyer en compagnie de prostituées et de mignons. La reine tente de le conseiller, de le remettre dans le droit chemin, mais elle le juge vite incapable de régner. Son bras droit, Sosibios, est un homme servile, zélé, qui satisfait tous les caprices de son roi. Il va même chercher en personne une fille dans les quartiers malfamés d'Alexandrie. Il prend toujours son parti contre Bérénice. Il se montre le plus bas des courtisans. Il lui fait rencontrer Agathocléa qui le manipule tant qu'elle le pousse à se débarrasser de Bérénice parce qu'elle lui fait croire qu'elle veut mettre son fils Magas sur le trône. Il fait tuer Lysimaque, son oncle, et Magas. Il fait même jeter le trop honnête Cléomène en prison. Il réussit à s'évader par la ruse, tente de rassembler une armée de Grecs. Il est arrêté et exécuté.
Voyant la lâcheté du roi d'Égypte, Antiochos III décide alors de conquérir les territoires qui lui appartiennent. Il embauche 3 généraux qu'il envoie combattre en Asie mineure et dans le pays du Tigre et de l'Euphrate. Lui, il irait en Syrie et en Phénicie. Mais 2 d'entre eux, Molon et Alexandre, avertissent Philopator. Après les avoir châtiés, Antiochos III se dirige vers le port d'Antioche. Aidé par le chef de l'armée égyptienne et le commandant qui est supposé garder le port, il réussit aisément à le prendre. Malgré le laxisme de Philopator, les contrôles déjà en règle sous Évergète se poursuivent. Les fonctionnaires doivent acquitter des taxes pour voyager ou exporter des marchandises. La justice, toujours aussi lourde, incombe au roi, mais les accusations sont si nombreuses que les habitants se ruinent avant même qu'un jugement ne soit rendu. Alexandrie s'entoure d'une plaine riche en céréales pendant ce temps-là, en oliviers, en vignes, en vergers et en parcs ombragés. En février, on récolte l'orge, puis le blé 2 mois plus tard. Les champs sont irrigués de manière artificielle en octobre. On plante un grand nombre d'arbres fruitiers. On cultive maintenant largement le pavot blanc ou noir, utilisé pour leur sucre et les graines, dont des potions apaisantes ou dans une huile qui accompagne très harmonieusement les aliments. On cultive une grande quantité de fruits, de légumes et de plantes exotiques, et on élève les coqs de préférence pourpres et noirs, aux yeux vifs, cendrés et roux. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une étude sur le pavot et sur le fait qu'ils soient tous devenus un petit peu fêlés, tous ces monarques. Chaque année, un ingénieur détermine le nombre de canaux à utiliser lors de l'inondation. Une fois la date du débordement fixée, le Dioécète se réfère aux années précédentes et établit un plan à semer. Mais le taux de chômage atteint alors un niveau sans précédent. Les salaires sont trop bas, les baux trop courts, les fermages trop élevés. Beaucoup d'Égyptiens abandonnent carrément leur emploi ou cessent le travail par protestation. Les grévistes trouvent refuge dans un temple jusqu'à obtenir satisfaction. Imaginez une grève à l'époque égyptienne. Cette situation est évidemment très grave dans le cas des paysans parce que s'ils ne sont pas suffisamment payés, ils laissent sécher les épis de blé carrément. Et pour éviter un tel risque, quand le paysan signe un contrat, il s'engage carrément à ne pas faire grève durant le bail sous peine d'être châtié pour impiété. Les apiculteurs, eux, doivent déplacer les ruches au moment de l'inondation. Comme elles appartiennent au roi, ils sont sommés de verser une taxe au palais, une nouvelle taxe. Les aristocrates réunis en association entretiennent, eux, les gymnases. Réputés pour leur générosité, ils sont sollicités par les artistes et les athlètes. Vous voyez, rien de changé. Pour avoir des chances d'accéder à de hautes fonctions, ils prennent la nationalité alexandrine et apprennent le grec. Tous les 4 ans, les fêtes en l'honneur des muses et d'Hermès ont lieu dans le gymnase, ponctués par des concours musicaux. On organise aussi des jeux artistiques au musée, un lieu où il y a des muses. Au fil des années, Philopator devient un fin politique. Quand même, il envoie des messagers négocier la paix avec Antiochos III, tandis qu'il reconstitue sa flotte. Mais Antiochos n'est pas dupe. Agathoclès, le frère d'Agathocléia, à qui le roi avait donné pour mission de reconstituer une armée, s'en acquitte consciencieusement. Les Égyptiens, pour la première fois, se retrouvent placés en première ligne. Les stratèges dépendent du roi et les soldats sont harangués chaque jour, attirés par la promesse d'une solde convenable. Chaque commandant est choisi pour sa nationalité, mais tous les militaires portent les mêmes armes. Ça n'empêche pourtant pas les récriminations des hommes qui doivent se déplacer sous de fortes chaleurs avec tous leurs bardas. On réunit comme ça une armée de 60 000 hommes, égyptiens, crétois, thraces, grecs, perses, des cavaliers grecs, des éléphants africains. L'armée prête, le roi entre à Alexandrie, alors qu'Antiochos III s'avance déjà sur l'Égypte. Philopator se dirige vers Péluse, campe près d'Aphia en face des troupes d'Antiochos. Le 22 juin 217 avant Jésus-Christ, avant le lever du soleil, le roi met son armée en position. Les cavaliers et les éléphants se disposent sur les ailes, 30 000 hommes au centre, tandis que les fantassins restent en retrait. Les éléphants d'Antiochos effraient ceux de Philopator parce qu'ils sont plus habitués au combat. Mais un des généraux du pharaon, et Kékrate, voit que l'armée d'Antiochos se désorganise et il en profite. Il attaque là où elle se montre le plus vulnérable. Encouragés par cette action, les Égyptiens qui commençaient à fuir reviennent et lancent une nouvelle attaque. Antiochos prend la fuite et se réfugie à Antioche. Philopator entreprend alors un voyage en Orient et il est acclamé dans toutes les villes où il passe. Il est possible qu'il visite aussi Jérusalem. À Memphis, il est assimilé à un dieu et une stèle est érigée en son honneur, rappelant sa victoire contre Antiochos III. Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.